Ici, bienvenue à l'UQAM pour ceux et celles qui a un ensemble de manifestations scientifiques qu'on organise à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. On profite de la rentrée automnale pour inaugurer ces travaux et la conférence d'Alain Deneau s'inscrit dans cette initiative. Euh, alors, rapidement, et un peu, ben, je vais te laisser défendre le contenu de ta proposition. Je vais juste présenter. Donc, le titre de la conférence, c'est l'écologie politique de la biorégion, un dessin et une praxis. Il y a un livre qui a paru la question de la biorégion. Bon. Et je le sais que ça fait maintenant plusieurs mois qu'Alain se promène défendre dans ce livre. Donc, je pense que ça s'inscrit dans cette grande discussion que tu as réussi à lancer sur ce concept. Alors, ça, c'est la première chose pour moi que je veux dire. Après ça, ben, donc, merci d'être déplacé de ta notre espace métropolitain que je ne pourrais pas qualifier pour le moment de biorégion. Euh, Tu as écrit bon, plein de livres sur critique de la rhétorique économique, critique des idéologies de management. Tu as placé de nouvelles manières sur les colons. Donc, tu as vraiment attaqué cette question de l'identité de settler qu'on discute maintenant en Amérique du Nord. Ton politique de l'extrême centre. Je connais tes ouvrages sur l'économie, les différentes itérations. Bref, et la réflexion de philosophie politique de l'environnement. Et sur ça, je te cède la parole pour 1 heure. Et après, on a une demi-heure de discussion. Je vais animer la période de questions en prenant des questions et en. Voilà. Donc, Merci beaucoup. Merci d'être là en grand nombre. Je suis ravi de passer par Montréal et de pouvoir discuter de cette notion de biorégion qui est euh, féconde, vivifiante. On ne boudera pas notre plaisir, ça arrive plus souvent. Stimulante, constructive, tout en étant lucide. C'est la quadrature du cercle aujourd'hui. Bon. Euh, L'idée d'intervenir aujourd'hui est née d'une discussion avec Eric, mais aussi avec Jasmine Catudal du Centre d'art et de rêve de Sutton. Et pour des raisons de calendrier, ça a été difficile de faire ça d'une manière tout à fait synchronique, mais l'idée, c'est que j'intervienne et là-bas et ici, à peu près sur les mêmes thèmes, tournant autour de la biorégion et de l'esthétique. Mais en tant que l'esthétique participe de la politique, on verra là, toutes sortes d'alliages nécessaires. Et à cette occasion, Éric m'avait un petit peu mis au défi de présenter la biorégion en tant que je devais montrer qu'elle nous a... Oui, mais à part ça apporte. Là, bon. Et je vais vraiment en cela dire, saisir l'invitation et d'une part, repartir un peu sur les bases qui ont été les miennes jusqu'à maintenant. Je reconnais des visages amicaux que je suis bien content de revoir et je voudrais pas que ce soit simplement pour elles et eux de la redite. Donc, je vais reprendre néanmoins au bénéfice de celles et ceux qui arrivent, ne sachant pas trop d'où j'arrive, hein, pour refaire un petit peu, au fond, le la notion de biorégion est intéressante dans la mesure où on ne se contente pas simplement de la présenter, mais on expose ce qui nous y mène nécessairement, quoi. Donc, ce qui est intéressant de la biorégion, c'est aussi ce qui nous y mène. Donc, je vais y revenir, mais je vais aussi sur la question de l'objet. Un objet, qu'est-ce qu'un objet de pensée, hein, et en quoi la biorégion est un objet de pensée nécessaire, oui, mais aussi suffisamment souple pour coller aux impératifs du temps.
Bon. Et avant de se faire, je voudrais vraiment camper la réflexion dans une perspective philosophique là, qui est celle de mon champ, en expliquant que la philosophie est, à mon sens, un concept. Et qu'un concept, ce n'est pas une élaboration. Un concept, c'est une stricte notion instrumentale qu'on peut comme ça rapidement utiliser. Et je vais m'amuser à pousser le concept jusqu'où il peut aller dans sa propre définition de lui-même, hein, une sorte de concept, en citant ce qu'en dit Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie? Simplement pour qu'on ait en tête, parce que je ne vais pas ensuite analyser la définition que je vais vous donner dans le détail, mais simplement qu'on ait en tête l'exigence du concept et sa portée, et sa force, et sa puissance. Hein? Deleuze et Guattari disent le concept est une multiplicité, une surface et un volume absolu, autoréférent, composé d'un certain nombre de variations intensives inséparables, hein, suivant un ordre de voisinage est parcouru par un point en état de survol. Le concept est le contour, la configuration, la constellation d'un événement à venir. Bon, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais qu'est-ce que ça peut proposer? Hein? Proposer que par un concept, on arrive à circonscrire un état de fait, un temps, un possible, et en penser l'économie, je dirais, en penser le fonctionnement interne. D'une manière plus simple, Michel Cossutta lui dira du concept que c'est la fonction médiatrice qui organise l'ordre interne d'un discours. Alors là, c'est déjà plus avenant. Euh, où il dira, c'est ce qui il dira, le concept délimite un contexte global qui, en dernier ressort, définit le sens des éléments qu'il contient. Et bon, une façon peut-être plus métaphorique que j'aurais de définir un concept hein, par rapport à un instrument de musique, hein, je dirais, là on devient un peu plus simple, là, mais que le concept peut être vu comme une caisse de résonance qui confère du sens à une occurrence. Et autrement dit, ce que la biorégion peut nous apporter comme concept, c'est une modalité d'entendement, une modalité d'agencement, une modalité d'appréciation qui fait que telle ou telle occurrence, telle ou telle activité, et pourquoi pas telle ou telle concept du terme, là, et non anglais, hein, si quelqu'un coupe un arbre hein, et que j'ai une conceptualisation darwiniste, je n'apprécierai pas ce fait hein, que si j'ai une conceptualisation, mettons, écosocialiste ou biorégionale. Ou, bon, et le concept, au fond, c'est ce qui confère du sens en tant que le sens n'est pas dans l'acte. Le sens est dans la façon qu'on a d'agencer l'acte à d'autres réalités. Et c'est ça un concept. Et ce que je prise dans ce concept de biorégion, c'est qu'il est porteur. Il a quelque chose de joyeux au sens philosophique, là, pas au sens de TVA, mais de joyeux au sens où Spinoza ou Nietzsche peuvent parler de joie. C'est-à-dire quelque chose qui emballe et qui interpelle. Biorégion est un terme, et c'est rare chez nous, parce que les progressistes ont beaucoup pensé sur un mode, euh, sur le mode du ressentiment. Qui consiste à se définir en tant qu'on n'est pas ce que l'autre est, et qu'on se définit, ou même les instantivés qui finissent par je suis racisé, par exemple. Je suis ce que l'autre a fait de moi qui ne mène nulle part. Toutes ces impasses, c'est vrai, qui font que nous sombrons dans le ressentiment et nous avons, je crois, des grands soifs de termes qui sont joyeux et lucides. Parce que la joie sans la lucidité, c'est TVA. La lucidité sans la joie, c'est la déprime. Il faut cet alliage-là. Euh, Parlons du commencement. Qu'est-ce qui rend le concept de biorégion pratiquement nécessaire? Là, je refais désolé pour ceux qui m'ont entendu, là, je repasse par le chemin, la prémisse. Il faut commencer quelque part. Nous vivons une
époque inouïe. Inouï. Ce que nous vivons, c'est inouï. C'est inouï au sens où le cerveau, l'esprit n'est même pas fait pour penser la monstruosité devant laquelle nous sommes. C'est ça, l'inouï. Et c'est ça aussi, la monstruosité. La monstruosité, elle ne se médiatise même pas, par définition. Quand on nous montre, pour les enfants, un monstre avec un œil, ouais, c'est même pas un monstre. Ça. Le monstre, il peut pas s'identifier. Quand on est face à un monstre, on peut même pas dire c'est un monstre. C'est trop monstrueux pour même rentrer dans cette catégorie-là. La monstruosité se déborde elle-même. Nous sommes devant quelque chose d'inouï. Inouï, ça n'a pas été oui. Ah, et donc, on peut dire que c'est inédit, ça n'a pas été dit. Ce face à quoi on est inouï, inédit et peut-être même indicible. Euh, et ce qui m'a prouvé mon point sur la base des faits, quoique on pourrait le faire. Hein, ce qui m'intéresse, c'est moins de d'étayer un discours comme ça pour montrer factuellement que oui, ce qu'on vit est absolument inouï, inédit et indicible. C'est aussi de montrer que euh, ce qui relève de l'inouï euh, a trait à la façon dont les choses nous sont dites. C'est-à-dire que les instances auxquelles on se réfère pour penser notre monde nous disent que ce que l'on vit est inouï et nous le racontent comme tel. Le GIEC, l'IPBES, la revue Nature, les océanographes, les climatologues, ainsi de suite, vont nous dire depuis depuis 10 000 ans, depuis des millions d'années, selon ce dont on parle, telle chose ne s'est jamais produite, c'est inédit, nous dépassons des seuils. Et au fond, qu'est-ce qui est en péril? C'est l'ordre. Et c'est ça qui est inouï. Non? Et on nous raconte. Moi, je pense que c'est ta raison. Mais ce qui m'intéresse, on se raconte du coup, parce que personne ne parle de tous ces sujets-là sans passer par à peu près les instances que je viens de nommer au moins quelque part. On se raconte que ce que nous vivons est sans précédent. Donc l'inouï, c'est ce qui n'a pas c'est ce qui n'a pas d'antécédent. Et ça pose un problème pour la pensée. Et ça pose un problème pour la psyché. Alors, ça pose un problème pour la pensée parce que, contrairement à l'adage que je conteste avec mes dernières énergies, de savoir que comparaison n'est pas raison, au contraire, comparaison est raison. Si vous lisez Paul Venn, par exemple, l'historien formidable, là, qui est aussi un essayiste, il n'y a pas lieu de raisonner sans comparer. Bon, mais lui, il dit, il ne faut pas euh, comparer dans un souci des différences. Ah, mais il est toujours plus facile de penser quelque chose quand il y a un rapport de comparaison possible. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, hein, un virus, euh, un génocide. Ah, je cite évidemment des cas fictifs. Bon, c'est toujours possible de les penser par rapport à des antécédents, parce que parfois on peut dire, hélas, il y a des antécédents. Bon. Et donc on arrive à dire, bah, c'est plus ou moins ça. D'ailleurs, le problème souvent, c'est que le passé colonise le présent. C'est-à-dire qu'on a tellement des chaînes forts, je pense que dans l'épisode COVID, ça a beaucoup joué, on a tellement dans notre mémoire encryptée des souvenirs forts de la lèpre, de la malaria, de je ne sais quoi, qu'on finit par transposer le passé sur le présent. On arrive très mal à penser le présent parce que le passé. Euh, Et donc, il y a une incapacité à dire du moment qu'on est face à l'inouï et que l'inouï ne nous donne pas, au fond, les antécédents qu'il faut pour essayer de le dire. Et du coup, lorsqu'on est, et là, c'est là que je vais rentrer dans la question de l'objet, lorsqu'on est dans une situation dépourvue d'objet clair, hein, parce qu'on a un peu de difficulté à penser ça, ben on rentre dans un moment qu'on peut associer à l'angoisse d'un point de vue psychique. Un mot sur un dernier mot sur cette chose de l'inouï, là. S'il s'agissait de trouver une façon de définir l'inouï en ce qui nous regarde, et juste pour que ça soit clair, hein, parce que souvent je me fais poser la question, une situation inouïe n'est pas inouïe. L'inouï n'est pas inouï. C'est pas la première fois de notre histoire comme humanité qu'on vit quelque chose d'inouï. Mais je vous parle d'une occurrence d'inouï parmi d'autres, là, qu'on ne me dise pas oui, mais il y a déjà eu des moments. Oui, bien sûr. Mais ça, ce qu'on vit là, c'est inouï. Qu'est-ce qui est inouï? Je dirais, c'est la mise à mal d'un vieil adage latin, ceteris paribus sextantibus, c'est-à-dire ce dont raffolent les économistes, là, toute chose étant égale par ailleurs. Hein? De tout temps, on a pensé
toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire en faisant fond sur de la stabilité. La bougeait pas, c'était bon, soit l'immuable ou le cyclique, mais le prévisible. Et sur fond de cela, ben, on pouvait jouer sur des variables. Toutes choses étant égales par ailleurs, ben voilà, je vais activer comme ça deux variables. Autrement, on va comparer des modèles, puis ensuite, on va gérer l'optimal, quoi. Bon. Mais cela, ce sur quoi nous faisons fond pour prendre appui, pour penser, pour ensuite penser le changement, le mouvement, euh, le délibérant, quoi, tout ce qui peut être sujet à discussion, cela même vacille. Et c'est ce qui amène un philosophe comme Baptiste Morisot à parler de chimère. Hein, que si on veut être lucide par rapport à ce monde-là, il faut les évidences, euh, ce sur quoi reposait enfin, le donné, quoi, n'est plus donné, n'est plus garanti. Bon, c'est des exemples qu'on peut s'amuser, ben, mais on n'a pas besoin de. On peut repérer, dire, le terrain vague devient inondé, le marais devient terrain vague, la côte devient de l'eau, l'ours brun a chaud, un incendie de forêt, il monte vers le nord, l'ours blanc a perdu sa banquise, il se rend compte. Bon. Là, il y a quelque chose comme ça mais qui confine à l'angoisse. Parce que déjà, ce terme de, je brûle un peu les étapes, ce terme de chimère vient un peu nous donner un objet de pensée. Mais avant d'en arriver à ce type de proposition, ben, l'angoisse, au sens où l'angoisse, hein, c'est un affect qui nous perturbe, qui nous déstabilise, qui nous dérange, en tant que cet affect-là n'est associé à aucun objet. Bon, j'ai pas le temps d'y revenir, mais dans la métapsychologie de 1915, qui est un très, très grand cru psychanalytique, là, vous avez un texte où on explique que dans les élaborations primaires, hein, des processus inconscients, les pulsions sont toujours accompagnées de représentations. Alors, c'est pour ça qu'on fait des rêves, qu'il y a des lapsus, que voilà, c'est parce qu'il y a de la représentation, à même l'élaboration pulsionnelle. La pulsion s'accompagne de symboles, de notions, de sèmes, d'idées, voilà, de représentations. Et l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un divorce entre les deux et que la vie comme une pure énergie, sans objet, sans se rapport. Et donc, on vit de l'angoisse à peu près tout le temps. Euh, L'expression d'éco-anxiété. Nous ne vivons pas beaucoup d'éco-anxiété, un petit peu. Par moment, l'expression n'est pas fausse, elle n'est pas toujours fausse, ça dépend de son application. L'anxiété, c'est le contraire de l'angoisse. C'est quand on surinvestit un objet ou quand un objet prend une ampleur telle qu'il nous obsède et nous déstabilise de cette manière-là. Et il peut y avoir de l'éco-anxiété si, par exemple, on vit en bord de côte et on perd 1 mètre de terrain à chaque tempête, et là, on craint pour sa maison. Ça, c'est de l'éco-anxiété. Ou si on est agriculteur, puis on constate le phénomène récurrent des sécheresses été après été, on peut craindre pour ses récoltes. Ça, c'est de l'éco-anxiété. Il y a un tort ou à raison, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. Bon, mais l'économique, c'est quand toutes les Greta Thunberg de ce monde, tout d'un coup, vont être pris de vertige devant l'ampleur de la mutation. Alors que plus rien n'est égal par ailleurs. Il n'y a plus rien de stable, il n'y a plus rien de fiable. Bon, et là, à ce moment-là, on est saisi d'angoisse, c'est-à-dire qu'on est mu par des affects qui ne correspondent à peu près à rien, qui ne renvoient à aucun objet. Et l'objet, de toute façon, est depuis longtemps associé au sujet et à l'angoisse, quoi. Bon. Euh, Outre si on est stoïque comme Jacques Ellul, et qu'on est capable ce qui est l'espérance. Contrairement à l'espoir, l'espoir porte sur quelque chose. On a de l'espoir quand on veut la vie après la mort, on veut gagner son ciel, je sais pas, on a de l'espoir quand on veut gagner à la loterie, c'est tout ça, on a de l'espoir. L'espérance, c'est beaucoup plus exigeant, c'est t'espères sans objet. Tu te constitues psychiquement une subjectivité sans objet. C'est assez héroïque. Bon. Mais outre celles et ceux qui sont capables, il y a angoisse
Et je dirais, à l'instar du cholestérol, qu'il y a la mauvaise et la bonne angoisse. La mauvaise angoisse, c'est celle qui, par incapacité, par incompétence, par paresse, par veulerie et autre chose, c'est la mauvaise angoisse. C'est celle qui nous amène à chercher un objet de substitution pour trouver, trouver quelque chose à investir pour dépenser cette charge affective que l'on a. On cherche désespérément un objet paratonnerre. Je suis n'importe où, à mon sens, l'essor de l'extrême droite. Je ne peux pas ne pas me persuader qu'il y a un lien étroit entre l'angoisse écologique et l'essor de l'extrême droite, dans la mesure où à peu près tout le monde est à même de voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Que la rivière dans laquelle mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ainsi de suite, les Autochtones avec eux avant eux, se baignaient, pêchaient, nagent, fréquentables en une génération. Ça donne bien, ça suscite bien quelque chose. Et quand on extrapole, on se rend compte que cet état de fait est général. Bon. Et donc, le malaise nous amène à nous rabattre sur cette brochette de boucs émissaires que nous offre l'extrême droite, parce qu'elle fait de la panique et du désarroi son fonds de commerce. Hein, sa prise première. Et là, on donne à dire aux gens, on donne à penser que au fond, tout va bien ou que tout irait bien si on faisait ablation. Et là, il y a tous les termes en ion, hein, expulsion, extermination, répulsion, tout ce que vous voulez pour faire en sorte qu'on coupe avec ce qu'on présente à constitutif comme étant l'objet problématique. Bon, et donc, il y a ce phénomène qui se traduit par tout ce qu'on voit par les temps qui courent. Je pense que ça serait pour l'extrême droite. Je pense que dans je me ferai pas nécessairement d'amis en disant ça, mais je pense que dans la gauche sociétale, il y a lieu d'être autocritique et de se dire qu'il y a des objets de préoccupation qui, à l'origine et à la base, sont tout à fait nécessaires et bienvenus et combien souhaitables, hein, et qui, dans un phénomène d'exacerbation, peuvent aussi passer pour objet de substitution au sens où un rapport à des identités, hein, de type sociétal peuvent devenir l'alpha et l'oméga de la conscience politique. Non, alors qu'on, ben, je veux dire, saillit et poigne un certain nombre de problèmes qui concernent le vivant lui-même et qui devraient quand même passer au premier rang de nos préoccupations, en tout cas être traités avec éminence. Et il y a l'extrême centre qui arrive grâce à son dispositif médiatique absolument formidable, hein, et à sa capacité à normaliser ce qui ne devrait jamais l'être, hein, qui arrive à développer, c'est le cas de le dire, c'est un mot fétiche dans cette mouvance, euh, des barbarismes, des objets de pensée comme ça, substitutifs, de type synecdotique. Ah, c'est-à-dire qu'on va attaquer la partie et feindre qu'on règle le tout. Hein. Il n'y a plus de paille en plastique au Tim Hortons. Hein, on avance. Hein. Bon, puis à l'échelle plus grande, ça sera le développement durable. En quel tour de passe-passe? C'est-à-dire que le développement, c'est plus comme à l'époque du Club de Rome, l'objet de la pensée et de la critique, ça devient le sujet de la pensée et de la critique. C'est par le développement qu'on va devenir écologiste. Vous voyez, bon. Et donc, on arrive comme ça. Et tout ça, c'est des objets de substitution. Et, euh, et donc, euh, et donc se pose. Donc, la mauvaise angoisse, au fond, la mauvaise angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est au fond la source par laquelle on se persuade dans une sorte de mise à mal du langage, hein, qui est un cancer aujourd'hui pour la pensée publique, hein, la mise à mal du langage, une espèce de contrat de langage qui nous permet de s'entendre au moins sur un certain nombre de diagnostics de base. Il y a maintenant la bonne angoisse. La bonne angoisse, c'est de considérer d'abord et avant tout qu'être angoissé est signe de santé mentale. Première chose. Être angoissé, c'est sain. On est dans un rapport qui est vivant. De la même manière que si vous croisez un grizzly en colère en marchant dans la forêt, c'est une bonne idée d'avoir peur. Aujourd'hui, c'est une bonne idée d'être angoissé. C'est ça. L'année, je cite souvent ce livre pour enfants que j'avais vu, là, qui avait pour titre L'éco-anxiété ne passera pas par moi. Moi, je serai
faut presque être fier de son angoisse, c'est-à-dire faut y voir le signe d'un rapport, parce que les affects pensent. Il y a une pensée des affects. Les affects ne sont pas comme ça gratuits. Hein, s'il y a des affects, c'est qu'une raison aux affects. Le travail intellectuel, c'est de traduire intellectuellement la raison des affects. Hein, pour quelle raison cet affect-là, il est sain. Hein, il renvoie à une compréhension, parce qu'on est compris dans un espace, une compréhension hein, active de soi-même dans un lieu qui est lui-même en péril. Bon, et ça suppose donc un rapport nouveau à l'objet, hein, lequel objet hein, se trouve en quelque sorte créé grâce à l'angoisse. L'angoisse devient, font le moteur d'élaboration d'objets. Bon, et en fait, il s'agit souvent de sortir de l'angoisse, comme on va dire parfois, ou de transcender son angoisse. L'angoisse est un réservoir. Et c'est un réservoir qui demande qui est en attente, un objet qui en vaut la peine. Hein, parce que la situation dans laquelle on est, elle est en mal. Les politiques souffrent d'être en mal d'objet, un objet convaincant, structurant, adéquat. Bon, il y a des critiques, il y a des analyses, il y a plein de choses formidables hein, qui se font, mais il y a et je pense que ce que je dis là, c'est un petit peu, déjà un petit peu anachronique. C'est que c'est ça qui fait que l'écologie politique est si créative dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine des arts, de la littérature, c'est les romans d'anticipation, tout ça. Je dirais que j'essaie d'expliquer les raisons de la pertinence de beaucoup de choses qui se publient là-dessus. Donc, je suis pas en train de donner la leçon en disant de, oh, voilà ce qu'il faut faire. C'est ce qui est en train de se faire, parce que c'est ce qui est en train de se vivre. Nous donnons des objets parce que là, une forte collaboration formidable à la... C'est pas en toujours quelque part, si on est minimalement honnête ou si on l'est inconsciemment, souvent l'inconscient est plus honnête que la rationalisation a posteriori, hein, que les objets de substitution qu'on se donne ne font pas le poids. Hein, la paille de plastique du Tim Hortons, elle pèse pas lourd par rapport à l'enjeu général. Donc on y revient, puis c'est là où on devient, si on est complètement névrosé, on devient méchant, puis c'est ça, les écologistes qui deviennent la cible parce qu'ils osent nous dire un peu ce qu'il en est de la défaillance de nos objets de substitution, et là on finit par être en guerre contre eux. Bon, ben, ça ne fait qu'augmenter en termes de violence, jusqu'à ce qu'on ait youpi à la Maison-Blanche, quoi. C'est-à-dire une sorte de folie qui nous sort de ses gonds complètement parce qu'elle n'arrive plus à opérer sur le mode substitutif, quoi, et qu'elle déraille complètement. Bon, donc, base comme source hein, d'élaboration d'objets. Bon, et je pense que quand on a cette notion, ce concept déjà de chimère, ça nous aide. Voilà, il y a un mot. Il y a un mot nouveau. Il y a un mot nouveau pour penser quelque chose qui aurait été scandaleux dans les sciences de la nature il y a encore 20 ans. Hein, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi une fois pour toutes qui vaille pour expliquer la nature. Et il n'y aura surtout pas de gens qui sont en gestion de l'environnement et qui vont gérer l'environnement comme si, au fond, la FUSIS nous avait attendu avant d'être gérée, comme si c'est une inversion des termes. C'est nous qui provenons d'elle, c'est pas elle qui provient de nous, quoi. Bon. Alors, mais c'est pas facile de penser l'objet. Et c'est là où je voudrais en venir aujourd'hui. L'objet, quand on dit ça, c'est compliqué. Déjà, vous comprenez, quand je dis objet, je parle pas d'un objet physique, là. Quand je parle d'un objet de la pensée, ce sur quoi la pensée porte et qui porte la pensée à agir. Voilà, c'est ça, un objet. Pour la pensée, d'une manière classique. Mais c'est pas satisfaisant. Mais d'une manière classique, c'est ça, un objet. On se donne un os à ronger. Bon, quand on est à l'université, on nous demande assez vite, hein, sur quoi on travaille. Sujet, ben, qui est plus un objet, en fait. C'est nous le sujet. Bon, mais comment, ouais, voilà, bon. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire un objet? Un objet, littéralement, enfin étymologiquement, là, c'est c'est la chose qui est placée devant. Euh, au fond, le sujet jette un coup d'œil sur une chose qui est déjà là. Un objet, c'est là. On se donne un objet, c'est-à-dire que se donner un objet, c'est reconnaître un objet. Il y a quelque chose que je regarde. Et bon, et donc l'objet a une prétention, vous allez l'entendre tout de suite, à l'objectivité. Il y a quelque chose de factuel, hors de soi, qu'on reconnaît, qui est une chose, qui est minimalement palpable. Bon, mais ça suppose aussi un regard.
Et c'est pour ça que dans le domaine de la photographie, par exemple, on va dire qu'on regarde l'objet par l'objectif. L'objectif, ben, il est grossissant, il cadre, il nous engage. La réalité, c'est que l'objet, il n'est jamais donné en tant que tel. On le sait ça au moins depuis Kant, là, que tu sais, la chose même, il faut en faire le deuil. Donc, il y a quelque chose comme un objet, mais c'est grâce à un objectif que je le regarde. Et d'un point de vue psychique, d'un coup, il finit par y avoir de la volonté. Ça devient compliqué, un objet. Je voudrais qu'on sorte d'ici en se disant que c'est compliqué, un objet. Il faut pas juste se dire, il faut se donner des objets. C'est que là, l'objet devient compliqué. Parce qu'il est à la fois chose devant soi, objective, on le regarde par un objectif, et on a la volonté, c'est-à-dire l'objectif, de le comprendre, de le regarder, d'où la méthodologie, l'approche, les concepts, ainsi de suite. Et il n'est jamais tout à fait donné. Et si on se dit ça, j'espère ne pas donner dans l'angoisse. Ici, quand je dis ça, j'espère calmer l'angoisse. Dire, c'est normal qu'il y a quelque chose d'émet de l'angoissant, on est un peu moins que si on se dit qu'il fallait qu'il ne le soit pas. Et c'est ce que dit, par exemple, Pierre Fédida dans l'absence. J'arrive quand même avec mes gages. Hein? C'est-à-dire que l'objet, il est toujours un peu sublimé. Hein? Il est toujours, il peut être apparenté au deuil. L'objet peut ne plus être là. L'objet, il peut être désiré, il peut être fétichisé, il peut être sublimé, il peut être transitionnel, il peut être substitutif, il peut être chimérique. L'objet, je veux dire, faudrait pas partir d'ici. On est quand même, nous valons mieux en se disant que c'est pratiquement une chose, ça, qui ne suppose aucune problématisation. Bon, l'objet, il est bon. Et, euh, et, euh, il est intéressant justement de voir, là, je vais aller vite là-dessus, mais lorsque Fédida parle de l'angoisse, il explique que dans un cas, les psychanalystes aiment beaucoup trahir leurs analysants, puis un peu livrer leurs petits secrets comme ça dans des livres. Dès qu'ils ont rendu anonyme tout le monde, ils pensent qu'on les reconnaîtra jamais. Bon, donc là, Fédida parle dans son cabinet de quelqu'un qui est arrivé, une mère, en disant, ma fille est terriblement angoissée. Enfin, c'est pas son... Non, ma fille a de la difficulté avec les objets. Et là, elle le reproche que la mère, bon, le psychanalyste, c'est qu'elle n'était pas capable, sa fille, de considérer qu'une chaise est une chaise, une gomme à effacer est une gomme à effacer, qu'un ballon est un ballon, que bon, et qu'elle avait tendance à prendre les objets et en faire autre chose. Et évidemment, Fédida, comme psychanalyste, se rend compte très vite que c'est pas la fille qui a un problème, c'est la mère, hein, et que c'est la mère qui est angoissée, puis elle parle de son angoisse. Et qu'est-ce qui l'angoisse? Ben, c'est précisément cette volonté d'assigner chaque chose à sa place. C'est ça qui est angoissant, c'est de se dire que la chose doit, une fois pour toutes, répondre de tout. Et qu'elle engage un minimum de responsabilité parce qu'elle constitue une sorte de contrat où, une fois pour toutes, tout est dit, tout est réglé, puis on est dans un rapport entre les mots et les choses, c'est fini une fois pour toutes. Bon. Donc, mais on peut quand même pas tout dire. Et c'est là que Fédida, Pierre Fédida, c'est un psychanalyste de la fin du 20e siècle, là, bon. Fédida qui en vient à dire, à citer Francis Ponge, le poète, lui aussi du milieu du 20e siècle, et à retrouver chez Francis Ponge une expression qu'il aime beaucoup, c'est l'objet. L'objet, mais l'objet du fait de jouer, J-E-U, O-B-J-E-U, l'objet. À l'époque, moi, je me suis nostalgique, à l'époque, on avait des tableaux en ardoise et qu'on avait des craies disponibles et que ça fait tac, 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 puis on jetait pas du plastique comme ça à chaque 2 semaines. Mais je vous l'aurais écrit, objet. Euh, et il s'en remet aux artistes. C'est bien les artistes, parce que les artistes nous rappellent qu'il n'y a pas d'adéquation entre le mot et la chose. C'est ce qui fait l'art, précisément, c'est de déjouer, pervertir le contrat de l'objet en tant qu'il est objectif, hein, et qu'il est réglé une fois pour toutes, hein, l'objet. Hein, c'est la chose qui s'échappe, l'objet, la chose qui n'obéit pas aux lois, qui échappe aux définitions strictes, hein, et qui se rit de nos catégories, hein, pour montrer, hein, que la chose dont on parle est en vie, qu'elle existe encore, hein, et qu'elle est plus forte que nous. Je donne une citation, des formations professionnelles, je suis prof, mais je m'en à ça.
Nul ne connaît mieux que l'artiste et le poète le plaisir de ce jeu à transgresser les limites de l'objet, à le faire disparaître, faire revenir le mot, celui qui atteste d'une vérité de choses. Alors, on pense à Francis Ponge, évidemment, avec le parti pris des choses. La désinstrumentalisation pratique de l'objet et sa défonctionnalisation sociale sont œuvres d'humour poétique. Une surréalité de l'objet est l'effet de l'opération que l'objet produit sur lui-même et tient de la dérision des limites que lui impose son concept. Faudrait-il ici parler d'un travail du jeu, au sens où se conçoit un travail du rêve? La montre de Dali, abandonnée au temps qui veille, retourne en rêve et en jeu à la mollesse de choses, et la robe de Magritte peut être de peau pour être nue. Les accessoires dont l'homme se dépouille aux portes du sommeil sont peut-être les restes diurnes des objets, y compris objets de pensée. Là, on approche d'une définition de l'objet euh, qui force le respect. Parce que l'objet, si on le pense, l'objet, c'est d'abord et avant tout l'objet qui se joue de nous, qui se joue des façons qu'on a de l'assigner. Ceux qui aiment le théâtre, là, lisez Valère Novarina, vous allez être là-dedans de mur à mur, puis c'est un type, là, une logorie là-dessus, c'est que ça, quoi. Voilà. Et, euh, Et l'objet, il déjoue nos dessins, nos catégories, nos lois, mais il déjoue aussi ce contre quoi je me bats par rapport à la question de la biorégion, c'est-à-dire un désir plate d'utopie. Et là, c'est plus compliqué que ça. Parce que même courant chez Thomas More, dans l'utopie, il y a des prisonniers, il y a des gens qui sont pas gentils, on n'arrive jamais. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que là, je l'ai pas cité, je l'ai pas amené avec moi, mais je me suis intéressé à la revue Terrain, une revue d'anthropologie où on s'est intéressé à l'imaginaire écologique, il y a tout un texte sur l'utopie. Puis finalement, quand on s'intéresse à l'utopie, on se rend compte qu'on est ni plus ni moins que dans l'idéologie contemporaine, où on en parle de l'autogestion dans le domaine des tours éoliennes, qui évidemment polluent pas, ont pas besoin de minerais, ont poussé toutes seules, frappent pas les oiseaux, ainsi de suite. Hein, et c'est là qu'il y a de l'utopie. Au fond, c'est dans la propagande. Hein, c'est l'idée des voitures électriques qui vont rouler, des voitures toutes seules. Voilà, les voitures, ça va être propre, ça va être vert, ça va être. C'est là qu'il y a de l'utopie. L'utopie, on n'a même pas la chercher loin, il faut la fuir. Cours camarade. C'est-à-dire que l'utopie elle vient nous, en quelque sorte, nous polluer le cerveau avec des représentations qui sont toujours lisses, fonctionnelles, durables et qu'on développe à tout craint. Bon, et puis il y a même dans ce texte-là qui se veut de la part d'un anthropologue qui se veulent pourtant combatif là, et sincère, hein, l'idée que les humains vont gérer la nature. Ça fait partie de l'utopie. Bon, donc l'utopie, elle est pas. Moi, en tous les cas, je, je, je je la considère bien moins pertinente que l'objet. L'objet, c'est encore une façon d'échapper à toute cette programmatique tu sais, qu'on peut chercher à se donner. Hein. Euh, et lorsque j'étais allé donc à Sutton, dans le cadre de ce festival pour la suite du monde, nous avons eu la chance d'entendre Nicole Obom-Sawin décrire d'une manière très posée, moins excitée que moi, là, de manière très calme, très profonde. C'est comme si on entendait des fantômes. C'était un peuple à travers elle, hein, les Abénakis, décrire leur rapport à la nature. Hein. Euh, elle disait, nous n'habitons pas le territoire nous habite. Ah, ça, euh, quand on raconte sa création, c'est une grande histoire qui rappelle un peu le yin-yang, une sorte de masculin-féminin difficile tout à fait à distinguer, mais qui continuellement se cherche et se fuit et danse, en fait. Bon. Euh, les adultes, hein, sont des petits humains de pierre dont on prend soin. Les oiseaux ont des noms qui chantent. Quand on nomme les oiseaux, il faut les chanter. Pas simplement nommer un oiseau. On est dans peut-être pas l'imitation du chant non plus. C'est pas si collé, quoi. Mais on en joue. Hein. Les forêts ont des têtes et des bras qui effraient les enfants pour éviter qu'ils y aillent.
Les marais se réduisent, les marais séduisent par des champs qui approchent. On évite aussi, quand on est enfant, d'y aller de trop près. Ça peut mal tourner. Hein? Les enfants sont de l'ail sauvage. Les montagnes sont parfois maléfiques. Et ça continuait, et ça continuait, et tout était pensé en objets. Il n'y avait là que des objets. Et on ne devient pas plus débile. C'est pas parce qu'on dit que la montagne est maléfique qu'on ne sait pas que c'est une montagne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la penser. Ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas l'analyser avec des instruments, voilà, exacts. Mais en même temps, dans cette littérature, en acte, quelque chose nous rappelle que la montagne ne sera jamais seulement des exacts en fond. Qu'elle se rira toujours de nous. Et il n'y a pas de meilleure façon que d'assumer qu'elle se rira toujours de nous et de nos prétentions à la nommer qu'en riant avec elle, qu'en partageant ce rire et en grandissant dans un rapport de composition qui est joyeux. Et je sais pas où je suis dans le temps, on a commencé on a commencé quand? On a commencé à 10 à peu près. OK. La biorégion. La biorégène. Participe d'un objet. En fait, on peut, partons du GIEC, là, tout ça, si on fait le parcours, là, on peut effectivement assumer son angoisse, la bonne angoisse, bon, se sentir fort, forte de l'angoisse, investi dans l'angoisse, chanceux de l'angoisse. Ah, je veux dire, moi, je préfère être angoissé que regarder TVA. Bon, et s'essayer à des objets qui ne sont pas privatifs, strictement. Moi, je vais y revenir parce qu'ils sont intéressants, les objets privatifs. Il ne faut pas les oublier complètement, les mettre à leur place. Hein, c'est ça le concept. C'est comment on organise. Bon. Euh, sans donner strictement dans le ressentiment, la haine, se définir par rapport à ce qu'on n'est pas, en tant qu'on n'aime pas ce qu'on n'est pas, ainsi de suite, hein, dans se donnant la biorégion comme objet. La biorégion, c'est très difficile à définir et moi, je ne commence jamais une intervention sans la rendre un peu désirable. C'est-à-dire, j'espère, mais sans en quelque sorte expliquer ce qui y mène, parce que c'est ça qui est intéressant. Si on n'a pas compris ce qui y mène, ça sert à rien de dire, voilà, je vais vous présenter la biorégion, nanana, des définitions. C'est là, à ce moment-là, on a l'impression d'être en quelque sorte parmi les options politiques qui s'offrent au restaurant électoral, là, où on se demande qu'est-ce qu'on va manger pendant 4 ans. Là, l'idée, c'est plus de se dire, cela deviendra d'abord, et c'est ça sur quoi j'insiste, il sera impératif de la pensée. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, hein, sont les noms, les syntagmes de deux réalités qui annoncent des mutations brutales. Les bouleversements climatiques, on peut très bien les associer, on a raison, à des crises graves et répétées, catastrophiques, là, en ce qui concerne les incendies de forêt, la montée des crues, l'érosion des côtes, l'érosion des sols, les ouragans, les tornades, hein, les canicules meurtrières, les sécheresses, c'est tout ça, et c'est ça sur un mode autonome et exponentiel. C'est-à-dire que quand même qu'on irait tous dans nos sous-sols manger de la luzerne pour 25 ans, là, pour avoir une empreinte, et ça continuerait quand même à un rythme moindre. C'est pas une mauvaise idée d'aller manger de la luzerne, mais à un rythme moindre parce que déjà les surfaces d'albédo fondent, les surfaces océaniques et les étendues océaniques foncées se chargent de la chaleur des rayons solaires, ce qui entraîne bon tous ces phénomènes de réchauffement qui expliquent en grande partie et aussi pour des raisons industrielles et humaines, non, mais en grande partie les incendies de forêt qui nous privent depuis le carbone naturel jusqu'à ce que le pergélisol se mette à fondre, libère un méthane naturellement enfoui. Bon, voilà, on se rend compte qu'à échéance, nous allons voir un jeu de domino. Et donc, le phénomène, il est là pour durer. Nous avons eu la force comme sociétés industrielles, et, à commencer par l'impulsion de la classe dirigeante, hein, de détraquer
en grande partie, mais on n'est pas plus capable de le remettre sur ses rails qu'un vandale est capable de réparer tout ce qu'il a détruit. Bon, donc il y a quelque chose comme ça qui opère, et la perte de biodiversité, elle aussi, et le dépassement des sept seuils, vous connaissez sûrement ces théories, là, je ne vais pas te dire, mais nous annonce un monde où l'échéance est passée euh, qui pouvait nous faire croire que nous réglerions le problème. Et on le voit même dans la rhétorique politicienne, où on a commencé en nous disant, il y a peut-être 15 ou 20 ans, qu'on allait lutter contre le réchauffement climatique. Bon, au début, on disait les bouleversements climatiques, on s'en allait lutter contre le réchauffement climatique. Ensuite, on a dit qu'on allait s'adapter en gestion de crise. La prochaine étape, c'est celle qu'on a vue déjà à Clover dans les incendies de forêt il y a, je ne sais plus, 3 étés, c'est de dire, on vous concède aux flammes, on ne peut rien pour vous. Bonne chance. Là que ça en vient. Et d'autant plus que, euh, ça c'est un débat, mais on n'est pas sûr de disposer de réserves pétrolières énergétiques ou des moyens de les exploiter ou des conditions financières de les exploiter ou des conditions climatiques de pouvoir les exploiter de façon à garder tel quel le, le dispositif rendant abordables et abondants l'essence et les énergies et le gaz naturel, et on pourrait dire la même chose des minerais qui sont au centre de la pseudo-transition énergétique et qui supposent des terres rares, harnacher des rivières, on va dire, mettre ça en dessous des régions pour être écologique. Bon là, donc, il y a quelque chose à penser d'impératif. Moi, je j'irais jusqu'à dire que ce qui est impératif, qui est à penser en tant que c'est impératif, c'est la décroissance. Il est impératif de décroître au sens où, là, Yves-Marie Abraham le répète tout le temps, mais moi, je prends vraiment au sérieux les deux termes de son opération. Lui, il a tendance à insister plus sur le premier, mais que la décroissance, elle sera choisie ou subite. Subie. Et puis, subie et subite. Pas pareil. Ça, elle sera. Et ça, c'est pas juste une opération rhétorique. On peut pas juste dire, puisqu'il ne nous intéresse pas de vivre la décroissance sous la forme de la souffrance, de la panique, le regard torve, la peau grise, un coulis de barre, dire, bon, puisque ça, mais ça, on a beau l'expliquer au Walmart, ça marche pas. Les gens, ils vont quand même. Donc, on voit que on va la subir en partie. On va la choisir en partie, ça dépend. Il y aura, tous n'avanceront pas tous avanceront en ordre dispersé. Voilà. Et donc, l'impératif qui est en cause ici est absolument central dans l'opération qui consiste à nous faire désirer la biorégion, à nous la faire comprendre. La biorégion, elle est impérative. Elle est la contraction de la géopolitique, de la mondialisation extractiviste, productiviste, consumériste, capitaliste, à la région. Et c'est un mouvement qui procède au contraire du séparatisme, ou de l'indépendance, ou de la souveraineté, comme on dit au Québec. Il ne s'agit pas de dire, nous, on veut se séparer d'un bloc plus grand, c'est de dire, le bloc plus grand fait ablation et nous concède à notre sort parce qu'il n'a plus le temps, plus les moyens, plus l'envie de s'occuper de nous. Et donc, c'est un phénomène de déréliction. On se vit comme abandonné par les pouvoirs. C'est vrai à Valence, c'est vrai à Mayotte, c'est vrai à Clova, c'est vrai à Bruxelles, c'est vrai dans 1000 situations où tout d'un coup, on se dit, zut, tout ce temps-là, même quand on crève, on valait pour rien. Et on le sent d'autant plus qu'on est excentré. Je peux vous dire que tout ce que je vous dis là, je ne vous le dirais pas si j'étais resté à Montréal. C'est le fait de vivre à 1000 kilomètres d'ici sur une île, là, qui la pensée géographique, là, qui force la pensée autrement. Bon. Donc, là, tout d'un coup, on se dit, oh là là, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on le vit, soit parce qu'on a vu quelqu'un à côté le vivre, on se dit, on ne compte pas pour grand-chose. Et donc, la biorégion devient, au fond, le nom de deux vérités anthropologiques que seuls les Occidentaux orgueilleux et modernes ont à se faire rappeler. À savoir qu'en dernière instance, quand il y a des bris d'approvisionnement, quand ça va mal, quand on laisse laissé à nous-mêmes, en dernière instance, nous ne comptons que sur deux choses, deux réalités, les gens qui nous entourent, le territoire que l'on foule, qu'on aurait peut-être intérêt à aller soigner.
C'est-à-dire qu'on aurait intérêt à voir le territoire et à voir l'entre-gens comme étant notre ultime richesse. D'où, et j'étais content qu'Éric en fasse mention tout à l'heure dans la présentation, notre statut historique de colon. Nous vivons encore au Canada comme répondant d'un projet colonial qui consiste à faire comme si le sol que l'on foule venait d'être conquis à des fins d'exploitation pour des marchés extérieurs. Nous avons de manière atavique conservé ce rapport-là tellement que nous creusons collectivement notre tombe. Et nous arrachons, nous vidons, nous, nous épuisons ce qui, en dernière instance, est tout ce qui nous reste. Et la biorégion est ce moment où on comprend que force est de chérir euh, ce qui nous reste. Et ce qui nous reste, c'est nous. Et puis c'est le sol, dans un rayon qui concerne des dynamiques territoriales propres. Donc, il ne s'agit plus, comme le dit Allen Van Newkirk, le fondateur de la notion de biorégion en 1975. Allen Van Newkirk, c'est assez marrant, c'est un type du Michigan, un États-Unien post-situationniste qui s'amusait à faire des vols à main armée avec des pistolets en chocolat. Bon, ça a un peu mal tourné, donc il s'est retrouvé en Nouvelle-Écosse. Et puis là, il a créé le concept de biorégion. Hein, et avec une bonne définition, là, très solide. C'est comme s'il avait donné que la définition. Il fait le contraire de moi, il est bien moins verbeux. Il commence par la définition, je vais parler. Bon, définition de 3 colonnes dans un article en bas de page, quoi. Bon, mais quand même, tout y est. Puis il nous dit justement, la biorégion, c'est le domaine où le rapport à la géopolitique n'est plus arbitraire. On n'arrive plus comme à la conférence de Berlin en 1884-85 sur des cartes à faire des lignes, et ainsi de suite. Le territoire appartient à sa dynamique, à sa synergie. Et c'est là où on peut, à un titre ou à un autre, avec tout un droit d'inventaire, citer des gens comme Bruno Latour, revenir à Morisot, à d'autres, puis à se dire, bon, ben là, il y a tout un discours politique à dégager de ça. La diplomatie, la politique, le droit, et penser la politique, penser le droit, penser la diplomatie, non pas sur le territoire, mais à... Bon, on va pas demander aux grenouilles d'avoir le droit de vote, mais il va falloir penser la politique en fonction du lombric, en fonction de l'abeille, en fonction du jet bleu, en fonction de tout ce qui a fait que pendant des millions d'années, le lieu où l'on passe, mais si subrepticement, d'une manière si humble, hein, euh, conserve ses conditions de possibilité. Et qu'on inscrive la subjectivité politique dans cette organisation biorégionale-là. Et donc, et ça sera nécessaire, ça sera par la force des choses, sinon on est fou. Bon, et, et de le faire quant à une réflexion nouvelle, et là, ça, c'est toute une conversion pour les Occidentaux, là, une réflexion nouvelle de la frontière. De toute façon, quand je parle des biorégions, les questions qui... Mais elle est où la frontière, là? T'en mets où la ligne? Je trouve intéressant de partir de la péninsule acadienne où j'habite, car c'est une péninsule et d'une manière assez évidente, les lignes sont là. Donc, on peut comme faire l'économie de cette question-là. Hein, dans le sens où c'est une péninsule, bon, il y a le littoral, bon, on comprend que ben, passer le littoral, ben, là, il y a autre chose. Dans l'ouest, là, je vais y revenir, mais à un moment donné, on arrive à considérer qu'il y a à peu près une fin, parce que la biorégion s'intéresse aux dynamiques propres du lieu. Bon, mais on sait qu'un lieu, ça n'arrête jamais vraiment. C'est pour ça qu'en plus de la biorégion, on va parler de la géorégion, de l'écorégion. C'est qu'on va être capable de penser tous les bassins versants puis d'en faire un énorme territoire si on veut. Mais il y a un phénomène de poupée gigogne qui nous amène à un moment donné à comprendre sur un plan finalement social et humain, sur le plan du fonctionnement de notre cerveau, comment on peut à peu près se retrouver dans une ère qui correspond à ce qu'Aristote appelait la politique, à savoir qu'on est capable de la penser dans un rayon un peu où on peut saisir du regard ce qu'il en est. Bon. Mais la frontière, elle, on sait, à un moment donné, ça continuera pas jusqu'en Saskatchewan. Non? Tu sais, on voit que ça s'arrête quand on connaît intimement un lieu. Et puis les Autochtones, c'est ce qu'ils nous ont légué, quoi. Ils ont une connaissance du territoire qui est organique. Bon. Et donc, il y a des lignes comme ça qui sont un peu accordéons, de quoi on parle. On parle du bois de chauffage. Si on parle du bétail qu'on souhaite abattre, admettons que ce soit
dans la perspective. Si on parle d'un four communautaire qu'on veut créer dans un quartier, forcément l'échelle n'est pas la même. Et au fond, la biorégion est intelligente parce qu'elle a une pensée vive des limites. C'est une frontière un peu accordéon selon ce dont on parle. Hein. Et puis, ça suppose évidemment de la diplomatie interbio-régionale, des convenances, tout ça. C'est l'objet. Bon, c'est en jeu. Bon. Mais surtout, et ça, c'est l'artiste Andy Goldsworthy qui me l'a fait voir d'une manière tellement sublime. Hein, surtout, la ligne qui compte dans l'approche bilatérale, ce n'est pas celle qui circonscrit un territoire. Cette ligne-là est fatalement colonialiste. Elle est fatalement impérialiste. Ça concentre toujours d'une manière abstraite sur une carte à pointer quelque chose, à l'encercler, puis à dire ceci, c'est à moi. Bon. La ligne qui compte, c'est surtout pas celle-là. Elle compte aussi parce qu'elle nous permet de comprendre un pourtour, mais la ligne qui compte, c'est la ligne névralgique, c'est la colonne vertébrale, c'est la ligne qui traverse et qui l'innerve et qui l'anime, par exemple. C'est pas toujours une rivière, mais l'exemple type, ce serait ça. La rivière qui traverse un lieu et qui est sa source de vie. C'est cette ligne qui compte là. Vous avez Andy Goldsworthy qui travaille évidemment comme dans le land art avec les éléments du vivant, des pierres, des pétales de fleurs, des feuilles, des bouts de bois, des roches. Mais bon, il travaille avec toutes sortes de choses, mais toujours dans le but de montrer une force qui sillonne un territoire et à l'identifier, non pas par une ligne sur une carte, des signes prélevés à même le territoire, quitte à ce que ça s'érode et que ça se transforme sous une forme. Là, je cherche l'adjectif pour objet, ça serait obludique, mais bon, ça s'enchaîne un peu moins bien. Euh, deux points peut-être pour terminer, et je vais tout laisser en suspens parce que l'objet ne supporte pas de conclusion. Euh, la biorégion n'est pas hégélienne. J'imagine qu'il faut que je continue. Elle n'est pas hégélienne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un concept qui vient absorber tous ceux qui précèdent. C'est pas une relève, comme dit Derrida, avec beaucoup de tact pour traduire la Aufhebung. Il ne s'agit pas d'un concept qui existe en ayant. Et c'est un concept qui peut très bien. Bon, il n'y a pas de grand soir de la biorégion, là. Il y a une sorte de nécessité, hein, qui consiste à euh, déjà, la première opération, c'est recenser. Qui, quoi, qui sait faire quoi, qui est disposé à, comment, c'est les compétences, les talents, et ainsi de suite, et évidemment les urgences, les nécessités, peut-être un jour même les aspirations. On essaie d'organiser, coordonner, ainsi de suite. Là, c'est vraiment une activité conceptuelle, là. Bon, donc, je vous parlais au début avec Deleuze. Là. On essaie de voir comment ça s'agence. Bon, et on repère, on recense. Et cela cohabite sous la forme d'un millefeuille institutionnel. C'est-à-dire, c'est une strate autonome, c'est une strate nouvelle, c'est une strate inouïe, parce que la situation le requiert. Mais il peut bien y avoir au-dessus de temps en temps le type qui se balade avec son hochet, puis qui est convaincu d'être le président, puis on lui fait les clap-clap d'usage, puis il s'en va. On peut très bien avoir un type qui déboule, puis il nous dit il parle de la haute autorité de quelque chose. Ça, nous, de loin, on le vit très bien, ça. C'est plus vous êtes loin des grands centres, plus vous voyez le pouvoir arriver comme une onde très faible. C'est comme une petite rumeur, c'est rigolo. Il s'en va, ensuite, on l'oublie. Bon, c'est insulaire. Mais c'est de créer des insularités. Hein, l'insularité, on le sait, c'est pas seulement une île. Hein. Euh, L'île de France, en France, c'est pas une île. Bon, en Louisiane, l'île aux vaches, c'est pas une île, quoi. C'est bon, on peut créer des îlots, comme ça, des îles imaginaires, des îles, bon, des îles où on crée une île, c'est là où on rompt et on crée. C'est ça une île. Si vous rompez et vous créez, quelque part, vous êtes plus sur une île que sur l'île de Montréal. Donc, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il peut y avoir des millefeuilles, puis de toute façon, on est déjà dans un millefeuille, hein, la vulgate.
croire que l'État concentrait le pouvoir, le monopolisait, le pouvoir légitime de violence, et ainsi de suite, puis comme ça, tout ce qui était en dessous était soumis à lui. Bon, puis il y a quelque part l'ONU, puis ça. Mais je veux dire, on est stratifié, même comme le cerf du Moyen Âge qui avait au-dessus de lui l'Église, le Seigneur, le royaume, et ainsi de suite. Hein. Mais on est stratifié aussi. Le millefeuille, j'ai pas besoin de faire un dessin. Je veux dire, à Montréal, par exemple, il y avait une strate qui s'appelle la mafia, donc qui est un pouvoir. Bon. Ensuite, il y a le pouvoir municipal, bon, mais il y a le pouvoir des multinationales aussi, puis des banques, c'est des pouvoirs qui sont relativement autonomes, même s'ils sont interreliés par moments, mais ils sont relativement autonomes. Ben, la biorégion, c'est une strate. Voilà, pas besoin de grand soir, pas besoin d'attendre, là, comment ils appelaient ça, l'autre, là, les conditions gagnantes, là, il n'y a pas de conditions gagnantes, quoi. C'est les conditions nécessaires, quoi, l'impératif. Bon. Et un dernier point, c'est parce qu'on a la boussole, c'est parce qu'on a le principe, c'est parce qu'on convient du fait qu'il s'impose de vivre en symbiose avec le vivant, avec lui, en faisant partie, dans une dynamique qui est la nôtre, sans que ça soit quelque chose euh, euh, de fascistoïde où on revient à la racine, de tout ça. Au contraire, on a tellement besoin de gens, par exemple, d'Afrique qui ont appris à cultiver sans le capitalisme, sans les intrants. On a besoin de ces là, il y a une ouverture, surtout avec les réfugiés climatiques, ainsi de suite. Bon, dans cette espèce d'objet, hein, il faut comprendre qu'ensuite, il y a de la place. Il y a nécessairement de la place pour la résistance. On devient agonistique. D'autant mieux, on sait pourquoi on se bat. Parce qu'on a à peu près son objet, là. On sait pourquoi. C'est pas juste pas dans ma cour, ça me tente pas. Non, non, non. Le non, ça peut pas être le point de départ. Le non, c'est il est conséquent. Et si on sait pourquoi on se mobilise, la biorégion, hein, et là, décliner ça à Montréal sur le bioquartier, imaginez que beaucoup de gens s'en vont quand les canicules, ainsi de suite, ça va être terrible, il va rester du monde, il va y avoir l'agriculture urbaine, il peut y avoir des jardins, il peut y avoir aussi des alliances avec des producteurs très près. Je ne parle pas des amandes de la Californie ou des raisins de l'Afrique du Sud, là, quelque chose de très près. Il peut y avoir de l'éco, des bioquartiers. Il peut y avoir ça en ville. Lisez Agnès Sinaï ou Yves Cochet, là. Ils sont beaucoup plus que moi intéressés à cette réalité-là. Et les biorégionalistes italiens aussi, qui sont beaucoup plus intéressés à la dimension urbaine. J'ai une collègue là, dans la péninsule acadienne qui travaille là-dessus spécifiquement, là, Jessica Andrea Massinoro. Donc, c'est ça, le pourquoi. Hein. Ensuite, justifie le anti-annexe. Parce que je sais ce que je veux de ma terre et de ma communauté en tant que j'en dépends intimement et vitalement, ben non, il n'y aura pas de foreuse chez nous. Je sais pourquoi et nous allons nous battre pour la biorégion. Et c'est ce lien-là joyeux, lucide, qui nous unit. Une bonne discussion de jusqu'à une demi. Je vais y aller par. Alors, tu vas voir les commentaires. Je vais donc prendre trois et je vous demanderai de respecter le collectif que nous sommes et donc tout le monde a envie sûrement de dire quelque chose, de partager ou de poser une question. Alors, tentez de garder ça le plus court possible pour pouvoir laisser de la place à autrui. Alors, sur ça, j'ouvre le plancher. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une première? Casser la glace. Oui? Non? OK. Euh, euh, pour essayer de recomprendre. C'est pas une question, c'est une question de Synthèse. Euh, celle de biorégion ici, parce que il est moins programmatique, donc on voit ça comme un objet, il faudra y aller, donc motiver des affects pour y aller, que plutôt un état de fait inévitablement subi, et dans l'état de fait subtil, il faudra donc d'avoir cet objet comprendre environ qu'on peut faire. C'est ça. Donc, la question de la compréhension, c'est la relation entre qu'est-ce qui est soumis et qu'est-ce qui est de l'ordre
une volonté de changer les affects pour y arriver, surtout en état où la puissance libérale autoritaire chinoise et le pouvoir de les dans le sens contraire, que j'ai l'impression que si on attend le suivi, on sera grillé, quoi. Oui, mais j'apprécie beaucoup la question parce que on a de la difficulté à se dépatouiller là-dedans. Entre le choisi et le subi, c'est comme la question de la frontière biorégionale, il n'y a pas une ligne. Il y a simplement un rapport temporel à une même chose, ce qui est déjà impératif. Parce que nous le voyons sous nos yeux, c'est le caractère. Ce qui est déjà impératif, c'est la mutation, c'est le changement de paradigme, c'est le rapport, le devenir chimérique. C'est ça l'impératif. Mais évidemment, on n'est pas dans une secte. On va pas se dire à minuit, telle date, tout s'écroule. On le voit sous nos yeux. Et au fond, j'aime pas trop le mot d'effondrement. Moi, je préfère parler d'érosion exponentielle. C'est qu'on voit quelque chose qui s'érode sous nos yeux. C'est en train de se faire, ça se fait, ça se fait. C'est déjà en train de se faire. C'est déjà impératif. Bon, on le subit déjà. Y a-t-il pas eu des incendies de forêt ici, là? Bon, il fait pas chaud l'été. Bon, on est déjà en train de c'est déjà impératif. Maintenant, il y a un enjeu de marge lié à des questions temporelles. Est-ce que maintenant, on en prend acte et donc on profite de la marge de manœuvre qui reste la nôtre ou on attend ce que le Club de Rome appelait la limite? À un moment donné, elle fait un mur. Ah, à la limite, ça s'appelle une condition d'impossibilité. Mais c'est toujours le même impératif, si vous voulez. C'est pas une alternative, là. Mais c'est même pas c'est pas tant que ça un choix. Ah, c'est un choix, disons, c'est un choix différé. Bon, et celles et ceux qui choisissent sont l'avant. Bon, puis celles et ceux qui subissent, ben, vont être les sujets en désarroi. Il faut que quand les sujets en désarroi sont en désarroi et panique, aient des interlocuteurs qui sont avant-gardistes. Sinon, il y aura ce qu'il y a tout le temps quand le désarroi s'installe, parce que c'est un terreau fertile pour eux, des fascistes. Bon, puis l'idée, c'est qu'on est dans une course contre la montre, contre les fascistes. Mais c'est déjà commencé. C'est-à-dire qu'il faut être capable, quand il y aura du désarroi, d'avoir quelque chose à dire. Et toutes nos petites expériences, là, dérisoires, marginales, ridicules, hein, qui consistent ici ou là, à essayer en petits groupes, dans des communes, dans des je ne sais quoi, des comités, des collectifs, à faire ceci, cela, à sa manière, hein, sont les modèles de demain. C'est vers tous ces gens-là qu'on va se tourner quand il y aura une situation par l'exemple. Il y a des gens et celle-là, qui est formidable avec une perspective comme celle-là, et c'est pour ça que je la qualifie de joyeuse, c'est que lorsqu'on comprend ça, on ne prend plus sur soi le déni des autres. Et on ne se morfond plus par rapport au déni des autres. On fait, on agit, on fait en sorte que hein, les choses s'organisent le mieux possible, on met les choses de son côté. On peut certes parler, on doit encore, et c'est le but, c'est même le but, un des buts principaux, de parler à autrui. Mais on le fait du point de vue de l'exemple et du faire, hein, et sans prendre sur soi le retard de nos concitoyennes et concitoyens éventuels. Oui. Puis, là, je vais en prendre vous, Oui, et... excuse-moi. Non, mais c'est correct. Deux personnes, en tout cas. Oui, donc allez-y. J'écoute, mais j'ai l'impression que vous parlez d'un rêve. Aujourd'hui, on nous parle de l'IA, de la puce, enfin, ce qu'on nous attend est absolument effrayant. Je voudrais savoir si vous vivez des choses comme ça, là où vous êtes, de la solidarité, vous vivez ce que vous dites. C'est quoi l'IA? On avait aussi... oui. Moi, je veux faire une histoire à la professionnelle en fait de biorégion. Il y a trois petits moments que j'ai demandé, quand vous avez défini la nécessité d'un concept au début, la deuxième définition que vous avez donnée après celle de Guattari, de l'un des Guattari, vous avez donné une autre définition qui sont faites en Oui, c'est
Oui, je répondrai tout à l'heure. Mon autre partie, le biorégionalisme en 75, qui a donné une définition qui dit que la biorégionance, c'est un domaine de la géopolitique est plus arbitraire et qui. Une dernière question, les analystes à l'événement à Sutton dont vous avez parlé, qui parlait de métaphores pour désigner certains éléments du sentiment du sens c'est quoi les choses? Ouais. Ouais, les quoi? L'activité. Ah, Ouais. Ouais, OK. ouais, non, on va prendre celle-là, puis ça va être le deuxième tour. Il y a beaucoup de choses dans ça. Oui, bon, l'intelligence artificielle, oui, et puis l'informatisation de tout, je dirais pas que c'est l'impensé de la chose, mais je l'associe au fait que, malgré l'aspect terrifiant que représente cet appareillage hégémonique, euh, tout en constatant son caractère spectaculairement dysfonctionnel. C'est-à-dire que ça, on projette sur lui une capacité de tout en constatant qu'il en est incapable, quoi. Il y a quelque chose de... Bon, et on ne sait plus, parce que c'est à l'origine la confusion qui est à l'œuvre, on ne sait plus si on est devant la science ou la science-fiction. C'est vraiment parce que la science-fiction est à l'origine même du désir de ce qu'on nous donne. Donc, enfin, c'est des gens qui ont regardé trop de télé. Bon, mais qui nous arrivent avec ça, quoi. Bon, c'est l'imaginaire colonisé par leurs fantasmes. Donc, effectivement, c'est terrifiant, surtout comme, à plein d'égards, mais notamment quand on est professeur. J'ai rendu que moi, j'interdis toutes ces machines-là. Je les refoule et j'oblige les crayons, le papier. On travaille désormais seulement en classe parce que je ne fais plus confiance à personne. Euh, Cela dit, c'est comme la voiture électrique. Les minerais, l'eau, le pétrole, parce que l'électricité on l'oublie ici, mais est essentiellement produite à partir du pétrole dans le monde. Le gaz ne suffiront pas à alimenter cette énorme machine. Bon, et l'approche biorégionale qui est inscrite dans, je dirais pas le temps long de l'histoire comme Braudel, mais un temps moyen, là, nous permet de l'entrevoir. Bon, je dis pas que ça n'a pas ça n'a pas de conséquences fâcheuses, là. Je dis pas que ça n'existe pas, qu'il faut pas en parler. Je suis en train de travailler dans un autre registre là-dessus. On peut pas tout traiter. L'intelligence artificielle, c'est le fait qu'on est complètement passif, le fait que vous nous parlez de nous lever, de Oui. faire des choses, mais l'intelligence artificielle fait de nous des Oui, mais je veux dire, moi, je veux dire, je suis entouré, je veux dire, moi, j'ai des renards qui passent sur mon terrain, j'ai des orignaux, des chevreuils, je veux dire, il y a des poules à côté, c'est un coq qui me réveille le matin, je veux dire, c'est vrai, plus on sort, il y a des espaces où tout ça est concentré, et il y a des espaces où ça l'est moins. Malheureusement, il y a toujours une emprise, hein. Il y a des espaces où ça l'est moins. Je dirais pas que chez nous, l'adolescence n'est pas soumise à cette influence. Mais on n'est pas dans la même économie. Et à vrai dire, dans l'objet qui m'intéresse, je sais pas exactement quel rôle jouera cet aspect-là des choses, quoi. Mais sincèrement, je pense que c'est une source d'angoisse dont on aura soupé à un moment donné. Mais je peux pas répondre de manière satisfaisante, mais j'entends le point. Je dois au moins dire ça. J'en prends acte. Et puis oui, la deuxième question. Je pourrais pas tellement en dire plus. Peut-être que Eric pourrait répondre davantage, mais j'ai été invité par le Centre d'art et de rêve de Sutton au tournant des mois d'août et septembre pour parler de biorégion dans un contexte où, au fond, toutes les activités esthétiques qui étaient organisées tournaient autour du concept de biorégion et du faire et de l'angoisse. Et bon, à partir de mon bouquin Faire que. Bon, et j'étais vraiment fort ravi à la fois d'intervenir et d'entendre des interventions, dont celle là, de Nicole Boum-Sawini. Sinon, le fondateur du concept de biorégion s'appelle Alan Van Newkirk. Je le cite beaucoup dans Faire que. Vous avez aussi ce petit livre qui est formidable, hein, Qu'est-ce qu'une biorégion de Mathias Rouleau et Marin Schaffner. Hein, c'est un petit livre, il y a une réédition. Là, j'ai là.
Et là, vous avez beaucoup de références. Ça a l'air d'un livre, mais c'est plus pensé, édité sous la forme d'un magazine, là, des interviews, des cas, des photos, des bibliographies commentées. Voilà, c'est une belle entrée en matière, c'est vraiment bien fait. Et l'auteur auquel je me suis référé, c'est Michel Cossutta. Malheureusement, comme je suis, enfin bref, comme je suis en déplacement, je me suis seulement contenté de noter la définition. Donc, je crois que c'est élément pour la lecture de textes philosophiques. C'est très humblement le texte de Michel Cossutta, Cossutta. C'est très humblement un texte d'initiation à la philosophie, mais que Gilles Deleuze a cité comme étant une grande référence qui se présente sous une forme très humble. Et donc, sur la question des concepts, notamment, on a là des définitions absolument brillantes, dont les deux que j'ai prélevées. J'ai une question qui nous vient des participants virtuels et vous aviez une question. Je vais juste tout de suite clarifier pour votre question sur ce qui se passe à Sutton. Donc, c'est le centre d'art qui s'appelle D'art et de rêve. Et à tous les mois de septembre, la fin de semaine, la fête du travail, il y a une manifestation culturelle qui s'appelle Pour la suite du monde. Oui, c'est ça. Et donc, si vous cherchez sur Internet Pour la suite du monde, Sutton, vous allez trouver la programmation. Et c'est une manifestation qui s'axe sur la question du vivant, en fait. Et comme on est en territoire à Wabanaki, ben, on invite toujours quelqu'un de la communauté pour venir partager. Alors, cette année, c'était Nicole. Ça change de fois en fois. Puis, on était très contents que... Je parle au monde parce que je suis dans la gang. On était très contents qu'elle vienne nous voir. Dans quelle mesure... C'est la question en ligne, puis après ça va. Dans quelle mesure les écrits de Bookchin, municipaliste libertaire, école sociale, et de Dardo-Laval sur les communs ont-ils fécondé votre pensée sur la biorégion? Je me permets d'ajouter sur la biorégion. Et vous aviez une question? C'est sur la question d'objet. J'ai l'impression que c'est pas très porteur, pas très créateur. Donc, il n'y a pas en soi de praxis ou d'action là-dedans. Ce qui fait en sorte que, parce que c'est analysé en fait avec des cadres, donc avec une objectivité là-dedans. Et donc, ça n'engage pas à grand-chose. Et en tout cas, c'est mon impression. Et même vos concepts, vous avez dit, sont autonomes en tant que tels. Ils n'engagent pas nécessairement l'action en tant que telle. Ils engagent à la limite une passivité d'observation, voire à la limite comme un horizon. Un horizon, on n'y arrive jamais, justement, c'est ça le principe. Et donc, est-ce que la question de faire que est suffisante et peut-être pas se poser quoi faire? Que faire? Oui, que faire? Merci. Et rendu là, j'ai l'impression, peut-être poser moi-même la question, j'ai l'impression que c'est juste l'art qui arrive à renverser cet aspect-là de l'objet qui est en soi subversif et en même temps qui est capable de créer autre chose avec cet objet-là, donc des affects qui, eux, peuvent amener à faire quelque chose. Mais en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que comme je m'inscrivais dans la proposition que j'ai faite à Sutton, j'ai insisté sur un des trois aspects de la biorégion qui est plus culturel. Donc, c'est ce qui donne cette impression-là de peut-être de flou artistique. Mais au fond, si on reprend les trois grandes dimensions de la biorégion, il y a l'esthétique, la culture, les récits. C'est ce sur quoi. Et ça donne que là, j'ai fait beaucoup d'approches généralistes, là, mais cette année, dans le cadre de mon activité printanière, là, qui s'appelle bizarrement Été des humanités, je m'intéressais surtout à cet aspect-là culturel, comment on se raconte, versus le déni. Hein, et versus aussi une sorte de fronde fascistoïde envers les écologistes. Là. Il va y avoir comme une série de considérations sur les discours, sur l'imaginaire. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Mais oui, et là, ça me permet aussi de faire allusion à Bookchin et Dardo-Laval. Oui, il y a une dimension politique à laquelle moi ou quelqu'un d'autre, à un moment donné, s'attellera davantage, mais qui est tout à fait prévue finalement dans le dispositif de pensée, là, si vous voulez, et qui concerne certes les communs, le municipalisme, ça dépend vraiment, ça dépend de qui est là, puis des dynamiques, puis des mafias, en fait, parce que c'est beaucoup ça, souvent, la politique municipale, là. Mais oui, les communs sont absolument une pièce maîtresse de la pensée politique.
de la biorégion, ainsi que beaucoup de théories psychosociologiques sur le règlement de conflits, comment on peut arriver à se parler sans se taper dessus, comment hiérarchiser les points de tension du plus important au plus banal pour un peu évacuer, et ainsi de suite. Bon. Et c'est central au sens où il y a trois grandes dimensions. Et la troisième, c'est la science. Et là, moi, je me suis pas mal intéressé aussi à cet aspect-là dans la première édition de l'Été des humanités là, que je tiens au mois de mai à Shippagan, là, dans la péninsule acadienne. C'est le rapport entre, d'abord, la science, bien sûr, dire, on ne va pas se priver de ce que la biologie, l'océanographie, et ainsi de suite, nous apporte, la géographie positive. Bon, il y a beaucoup à apprendre, mais aussi la sapience. La sapience, ce sont les humbles savoirs. Moi, je suis entouré de gens analphabètes qui sont complexés quand ils viennent me voir, ils sont sûrs qu'ils savent rien, mais alors ils me parlent du vent, ils savent tout du vent, mais comme une sorte d'évidence. Ils répandent n'importe quoi. Il y a beaucoup de savoirs qui méritent d'être recensés et valorisés. Surtout en ce qui concerne la critique euh, Ivan Illich sur la consommation incapacitante, à savoir que la consommation nous a rendus débiles, nous a rendus incapables, et il s'agit de recouvrer des savoir-faire sans nécessairement retourner à... parce qu'il y a effectivement des savoirs qu'il faut recouvrer, et en cela, quand on va dans des espèces de sites historiques qui nous font voyager dans le temps, le Upper Canada Village en Ontario ou le village historique acadien, j'ai l'impression que dans une certaine mesure, on visite, c'est le futur. On visite des savoirs, bon, mais il ne faut pas s'en tenir à ça, évidemment. Parce qu'en plus de ça, il y a les savoirs de pointe qui sont biorégionaux, compatibles avec la biorégion, comme la permaculture, qui nous permet de cultiver de manière bien plus efficace que ne le faisaient les ancêtres mis en scène dans ces mauvais théâtres, là, ou encore l'architecture. Aujourd'hui, on est capable de penser la construction de maisons en paille compressée ou avec des matériaux. Mais sur le plan de la politique, mais je compte beaucoup sur cette idée de l'impératif comme moteur. Je ne sais pas si j'en abuse. Je ne pense pas que ce soit magique. Je crains au contraire que ce soit un vecteur fort précieux pour des forces réactionnaires. Mais effectivement, le commun, euh, la mise en commun, la solidarité, ils sont au centre de cette approche. On aurait du temps pour... Peut-être que je dirais une chose sur le municipalisme. Les municipalités peuvent être effectivement des vecteurs pour euh, euh, engager des formes d'organisation. Mais la municipalité, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est la faiblesse de ce concept-là. C'est que d'une part, la municipalité, elle n'a pas d'échelle, hein. Elle n'est pas nécessairement raccord avec les dynamiques territoriales. Et aussi, elle n'a aucune valeur constitutionnelle. Moi, je viens d'une région où, quand je suis arrivé, le tiers de la population n'avait pas de pouvoir municipal. On était directement administré depuis la capitale. Et constitutionnellement, si le gouvernement du Québec voulait faire disparaître les villes, il pourrait. Il n'y a pas de statut dans la Constitution. On aurait donc une ou deux dernières questions. Donc, je sais que vous, dans le fond, là, et vous là. Je vais voir peut-être vous là dans le coin de pied, ça va être. Donc, vous pouvez commencer, oui. Oui, ah, salut, je ne te reconnaissais pas. Moi, comme traverser les frontières de la révolution que la ligne importante au niveau de notre chemin qui nous mène à aller au chemin de la révolution. Moi, c'est plus comme comment, quand on fait de la communication scientifique, comment on fait ça de manière efficace et rapide, parce qu'on est dans un monde, les gens naviguent avec les objets, les gens, on parlait de violence, c'est comme la devise, c'est dans un objet. C'est pas vraiment le jeu parce qu'il est comme dans la vie. Quand on lit des nouvelles, on ne peut pas faire des objets dans un article médiocre. C'est un peu une question de comme comment on fait le chemin vers les objets qui ne sont pas comme la chaîne
Ouais, quand madame, ça fait. Parce que ça, des fois, maintenant, j'essaie de raconter, de parler de Morisseau à des chercheurs en sociologie, on se dit, comme assis avec les plantes et les animaux sont comme pour le non, mais tu comprends pas, c'est pas diplomatie comme l'objet de diplomatie que la j'essaie de les amener à le jeu, mais je suis pas capable. C'est un peu j'en c'est comme un outil important nous amener à cette biologie-là pour sortir de nous. C'est beau. Ma question est en lien avec, est plus institutionnelle et est en lien avec les méthodes de municipalité. On sait par l'inertie avec laquelle nos systèmes politiques et juridiques fonctionnent. Et comment vous envisagez les possibles dynamiques de conflit, de l'adaptation de ces concepts de biorégie pour les droits, le système? Une dernière. Oui. Deux grosses questions. J'ai une question en fait par rapport à une espèce de scission théorique là, en ce moment fédérale avec les centaines de débats qui entre la conception, mettons, d'Espola, la Tourbienne, où la nature n'existe pas, c'est un produit comme l'humanité, et certaines vagues socialistes qui disent que non, au fond, la nature existe parce que c'est ça qu'on trouve un coup en bas de la même ça, c'est Vaste question. Alors, c'est à toi. Dans l'ordre des autres. Je vais moi-même donner une réponse à une question qui n'a pas été posée. Non, mais je voulais dire dans l'enchaînement de ce que disait monsieur que quand je suis arrivé dans la péninsule acadienne, j'ai été témoin de beaucoup de récits puis des restes d'une manifestation qui s'est produite, à savoir qu'il y a eu une pluie de verglas de plusieurs semaines, une panne d'électricité totale pendant des semaines en plein hiver. Et ce qui s'est révélé, c'est une capacité d'une communauté à s'organiser précisément politiquement et de voir des gens qu'on estimait être tout à fait apathiques, être les plus volontaires, ceux qu'on estimait volontaires devenir les plus apathiques, il y a ceux qui se sauvaient, il y a ceux qui en rajoutaient, il y a ceux qui devenaient héroïques, il y a ceux qui volaient, il y a ceux qui... Bon. Et au fond, ce qu'il faut voir, c'est comment peut-être que je suis trop proche de mon directeur de thèse, Jacques Rancière, sur ces choses-là, mais la théorie politique, à un moment donné, elle n'est pas programmatique, justement. Elle nous accompagne, elle nous aide à penser, mais c'est dans le faire et seulement dans le faire qu'on voit s'organiser une communauté qui néanmoins, je veux dire, se déploie lorsqu'il y a justement une exigence. Ouais, mais le côté soporifique, canalisé, structuré, déjà joué des rapports nuit beaucoup aujourd'hui à à l'exercice de ce potentiel. Je m'en tiens à ça pour le moment en restant insatisfait. Quant à la communicabilité, je vais essayer d'être court. Mais je crois que c'est pas pour rien que je me référais à Francis Ponge et à Pierre Fétida. Est absolument indispensable, notamment parce qu'à l'ère de l'inouï, nous n'avons pas de point d'appui historiographique pour comparer. Il nous faut donc des fictions. Et ça par les récits, des fictions, des contes, des symboles que nous arrivons à prendre à... Et le problème actuellement, c'est qu'on a à peu près dans l'état de notre culture que le récit de l'Apocalypse. Et là, le cinéma américain se vautre là-dedans et nous montre des apocalypses, en veux-tu, en voilà. Bon, et c'est stérile. Et donc là, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup toute la vague de romans d'anticipation à laquelle on assiste, là, et qui peut, bon an, mal an, nous alimenter. Mais ce que je crois est nécessaire, j'ai souvent l'occasion d'aller parler à des groupes d'artistes, c'est que les artistes se prennent au sérieux, politiquement. Ça a été le cas il y a peut-être 40 ou 50 ans, qu'on quitte l'industrie culturelle, qu'on cesse de se confondre à des générateurs de PIB, hein, qu'on lâche les stratégies de communication et de marketing et qu'on comprenne la fonction anthropologique qui est la sienne comme artiste dans un contexte comme celui-là, à savoir qu'on propose des objets et qu'on les fait, j'espère, j'en appelle à ça sur un mode épique.
Comme c'est un dossier comme ça étoilé, celui des biorégions, après avoir fait un travail de généralisme, il va falloir que je me spécialise. Là. Je ne peux pas tout couvrir, on comprend bien, mais je m'intéresse beaucoup à un retour du théâtre épique à la Bertolt Brecht. Moi, je pense qu'on a besoin de Brecht. Bon, ce serait ça, finalement, dans la biorégion, la modalité esthétique, ce serait du Brecht. Bon, ce serait une option, par exemple. Et j'espère que les artistes, en cela, deviennent agressifs, se sentent investis d'un rôle extrêmement important qui est le leur, qui cessent de se voir comme faisant leurs petites choses, leurs petits coins, leurs petites inventions dans un petit musée, puis ça s'intéresse presque à personne, une petite revue, puis ça meurt là, hein, mais que les artistes se voient comme étant centraux et absolument indispensables. Et je regrette, moi, cette espèce d'humilité dans laquelle les artistes sont tombés et qui est tout à fait contraire à ce qu'ils ont été dans la modernité, dans ce qu'elle a de beau. Euh, les, euh, le- Quand par rapport à la question, elle est vaste, elle est tellement hypothétique et je ne veux pas me présenter. Moi, je ne suis pas Jacques Attali, je ne veux pas faire de la futurologie, puis c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce que je vois, moi, et qui s'opère déjà dans des régions comme la mienne, mais ailleurs, puis dans tellement d'aspects, puis même à Montréal, c'est la perte d'emprise de l'État de droit. Et ce qu'on voit, vous parlez d'institutions. Et je veux dire, quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui pourrait vous répondre, c'est quoi ça? C'est une institution. Je vais au palais de justice, je dépose une requête parce que j'ai un problème, ça prend 4 ans. Je vais à l'hôpital, ça prend 2 ans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est à quel point l'érosion exponentielle concerne d'une manière spectaculaire les institutions. Et qu'au fond, la biorégion naît de leur incapacité à servir. Bon, et oui, la loi, oui. Et puis la loi et les États sont de plus en plus utilisés contre la mission sociale de l'État, contre ceux qui croient en l'écologie, contre ceux qui croient en la justice sociale, contre ceux qui sont solidaires. Et donc, soit il y aura un rapport agonistique contre ceux qui s'attaquent à la biorégion, qui est de ce dont on dépend, et soit il y aura peut-être des collaborations, pourquoi pas, une municipalité ouverte, déniaisée, ça se peut. Bon, donc là, il pourrait y avoir quelque chose là, à une certaine échelle, quoi. Il y a des leviers, il y a des. Bon, mais c'est imprévisible, si on veut. Ce sont des variables qu'on doit avoir en tête, toutefois, et votre question étant cela tout à fait pertinente, mais en tant que variable, quoi. C'est des variables d'ajustement tout le temps. Et oui, sur la question de la nature, c'est vraiment. Je suis en train de ferrailler avec ça. Mais moi, je suis tout spontanément du côté d'Isabelle Stengers qui va dire ce mot-là, il nous sert, il renvoie à quelque chose, il y a une fusis, on peut très bien s'en accommoder, puis il y a tellement de mots dont on nous prive, il y a tellement de mots qu'on récupère, il y a tellement de mots qu'on bousille, qu'on renverse, que c'est pas la peine d'en rajouter nous-mêmes. Là. Tu sais, si on peut avoir enfin un mot autour duquel on se il faudrait finalement voir la nature un peu comme un objet, finalement. C'est-à-dire, si on n'essaie pas, si on convient du fait que c'est pas quelque chose d'absolument rigide, soumis à des lois, ce qui est aussi conforme à ce que pense Stengers, hein, complètement régulé, normé, légiféré. Si on comprend qu'il y a un petit flou hein, qui accompagne ce mot, je pense qu'on peut très bien le voir comme étant fécond. Bon, et moi, je ne serais pas de ceux qui le liquideraient, je ne le liquide pas, mais ce que je constate, par contre, c'est à quel point on est mal parti, parce que dès qu'on veut parler de l'environnement, de l'écologie ou de la nature, il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas ça. Et on n'a pas encore, et c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas d'objet. Hein, c'est ça mon point de départ, c'est c'est le signe même qu'on est, l'écologie politique souffre et parfois crève de son manque d'objet et de son angoisse, quoi. Et moi, je dis biorégion. Voilà. Et je ne dis pas nature, je dis biorégion parce que justement, la biorégion comprend ce que des écologues radicaux vont appeler nature, que d'autres vont. La vie sociale et cet impératif de la narration et de la fiction. Et si on se dit la biorégion, elle est forte parce qu'elle a une dimension fictionnalisante ou esthétique, en même temps qu'elle s'intéresse à la science, en même temps qu'elle n'a aucune science hégémonique, contrairement à aujourd'hui où les sciences exactes ont le dessus sur les sciences sociales. Par exemple, c'est très clair lorsqu'on parle d'écologie. Je pense qu'on sera mieux que si on essaie absolument là, ça que je veux. C'était pas tout irait. Merci beaucoup.